Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon. Aujourd'hui, dans notre capsule, toujours dans le but de préparer notre séjour au Japon, on va parler de la thématique de l'argent, ou autrement dit le budget pour préparer son voyage au Japon. Et pour ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Marjorie. Bonjour Charlie. Bonjour Marjorie. La fois dernière, au mois de mai, tu nous avais parlé des saisonnalités au Japon, notamment de les prendre en compte pour préparer son voyage. Et aujourd'hui, est-ce que tu es prête à nous donner des chiffres, à nous parler argent et finances ? Oui, je suis prête. Ça va être un épisode avec beaucoup de chiffres. On va énumérer à peu près tous les gros postes de dépenses qu'on a à faire pour un voyage au Japon. Alors pour introduire le sujet, peut-être quelques remarques avant, notamment de préciser, c'est un retour que tu m'avais dit avoir sur Kampai, que le Japon, c'est pas du tout une destination low cost, contrairement ou en comparaison en tout cas avec d'autres destinations comme le Vietnam, la Thaïlande, etc. C'est quelque chose que tu as souvent entendu parler peut-être sur les retours en commentaire ? Oui, pour des primo-voyageurs, donc des gens qui découvrent la destination, ils peuvent avoir en tête un budget et en fait qui correspond pas du tout au Japon, qui est une destination qui requiert un certain budget. Alors on n'est pas sur du low cost, on n'est pas sur du hors de prix haut de gamme, on est entre les deux. Et seconde chose, c'est que ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est évidemment pas une vérité, ça devra s'accorder à chaque voyageur, que l'on parte en solo, à deux ou en groupe, etc. Et surtout, on va tenir compte au mieux que l'on puisse, en tout cas aujourd'hui, des prix de 2023, c'est-à-dire la période post-Covid, qui fait plaisir au porte-monnaie, et que ce soit au niveau de l'avion, des hébergements, etc. Ce qui fait que si des personnes nous écoutent et qui sont déjà partis au Japon, par exemple, il y a 5 ans, on va dire, eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose, quelques événements qui ont bouleversé les prix depuis, et c'est pas forcément le même voyage à préparer en tout cas. Oui, là, on va faire un budget pour 2023, donc post-Covid, avec tout ce qui s'est passé ces 2 à 3 dernières années. Donc il y a certains postes de dépenses qui ont changé. Ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles dans le sens où pour la plupart, ils ont augmenté. Donc le budget est un peu plus important à prévoir qu'avant 2019. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça reste quelque chose qu'on peut moduler, adapter et trouver pour que ça rentre en fait dans le budget que vous souhaitez mettre pour un voyage au Japon. Et comme tu nous le disais, on va commencer par aborder les gros postes de dépenses. Mais peut-être d'abord, tu peux nous présenter, on en avait déjà parlé avec Gaël dans un des podcasts, du calculateur de budget sur le site Kampai. Oui, donc ce podcast fait référence donc à un article en particulier sur le site de kampai.fr qui est calculer votre budget de voyage au Japon. Donc c'est en fait un formulaire à répondre successivement par étapes et à la fin vous allez avoir un budget moyen global de votre séjour au Japon pour pouvoir vous projeter en fait sur la préparation de votre voyage. Donc c'est un budget qui inclut donc le vol, les hébergements, la nourriture, les services, l'accueil, tout ce que vous souhaitez en fait faire au Japon et aussi s'adapte à la période pour laquelle vous souhaitez partir et pendant combien de temps vous souhaitez partir. Donc c'est un formulaire qui est assez bien détaillé, qui donne quand même une idée vraiment pratique du budget et qui vous permet en fait de savoir si c'est dans les clous par rapport à ce que vous pensiez ou si vous devez encore économiser ou si vous allez modifier certains postes de dépenses pour que ça rentre bien dans votre budget. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce formulaire-là, à le remplir jusqu'à la fin et vous allez avoir une estimation qui est mise à jour avec les prix de maintenant. Et pour la première partie, on va justement aborder la question de quel budget serait confortable pour aller au Japon. Et comme on a dit en introduction, évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tous les profils de voyageurs, mais peut-être déjà tu vas pouvoir nous donner des grandes fourchettes, notamment pour cette reprise post-Covid. Oui. Effectivement, on ne va pas donner que des chiffres, ça n'aurait pas de sens. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'un budget confortable aujourd'hui en 2023 pour aller au Japon, par exemple, 15 jours à 2 personnes, donc à 2 adultes. C'est un séjour qu'on retrouve par défaut chez plein de personnes qui souhaitent aller au Japon. Et donc, pour répondre à cette question, on a 2 façons en fait d'organiser son voyage.
pour tous les voyages, c'est soit en autonomie, c'est-à-dire on va se renseigner nous-mêmes sur Internet, dans les guides de voyage ou auprès des offices de tourisme locaux, et on va soi-même monter tout son voyage, c'est-à-dire s'occuper des vols, des hébergements, de l'itinéraire et de la planification, des sorties, etc. Donc pour ce budget, pour cette façon d'organiser son voyage, pour 15 jours au Japon à deux, aujourd'hui en 2023, on dirait qu'on serait plus entre 3 000 et 4 000 euros par personne, hors saison, pour un budget confortable. Donc, il y a quelques années, on avait un budget qui était un peu en deçà de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi après, cette enveloppe-là globale, elle a augmenté. Et la deuxième façon pour organiser son voyage, ça va être de passer par une agence qui est spécialisée Japon de préférence, parce qu'elle sera à même de vous proposer un budget le plus adéquat avec ce que vous souhaitez faire et qui aura aussi le maximum qui aura une latitude plus importante pour vous proposer des activités ou des itinéraires qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc par les agences de voyage, pour 15 jours au Japon, on compte à peu près minimum 4 000 euros par personne pour un voyage qu'on dit économique, c'est-à-dire avec un vol avec escale en partant de l'Europe et un hébergement plutôt en auberge de jeunesse, donc sur des hébergements plus économiques et moins chers. Et pour une personne solo, ce budget-là s'élèverait à 5 000 euros par personne. C'est un peu plus cher puisque l'hébergement, du coup, il ne peut pas être combiné sur 2 personnes. Et si vous voulez un budget un peu plus confortable pour une agence de voyage, on est plus sur un minimum de 5 000 euros par personne, avec toujours un vol avec escale et des hébergements qui seront plutôt en hôtel 3 étoiles, donc un peu plus confortable, et avec l'option du JR Pass pour pouvoir voyager en train dans l'archipel. Et si vous êtes une personne solo, dans ces cas-là, le budget, ça sera comme pour la première fois, on rajoutera 1 000 euros et on sera plus autour des 6 000 euros. Donc ça, ce sont des budgets qu'on vous donne aujourd'hui en 2023. C'est notre ressenti sur Campai, donc vous le prenez comme ça. Après, c'est des budgets, ça s'adapte avec les envies de chacun et les besoins. Oui, parce que là, on va pas vraiment en parler aujourd'hui, mais par exemple, si on veut rajouter les parcs d'attractions ou autre type d'activité de ce genre, ça chiffre vite. Ça chiffre vite. Voilà, là, c'est pour vous donner en fait une idée globale de qu'est-ce qu'une enveloppe correcte pour partir au Japon en 2023, après la pandémie, avec les contextes internationaux de conflits en Ukraine, l'inflation des prix au global. On est aujourd'hui sur des fourchettes de prix qui sont de cet ordre-là. Donc, entre 3 et 4 000 euros par personne si on voyage nous-mêmes et à partir de 4 000 euros, voire 5 000 euros par personne si on passe par une agence de voyage. Et ce qui fera la différence, comme on le disait en introduction, avec des destinations peut-être plus locaux, c'est notamment l'hébergement et l'avion, ça on y reviendra. Voilà. Et c'est là aussi où on ne peut pas confondre ces types de destinations, ça reste abordable, en tout cas ce n'est pas élitiste, mais c'est vrai qu'on ne peut pas partir comme ça à l'arraché peut-être, en tout cas pas pour toutes les bourses. Non, voilà, l'avion et l'hébergement, ça va rester les 2 postes de dépenses les plus importants, les plus coûteux et ceux auxquels il faut y penser assez en avance pour qu'on puisse avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, on a parlé d'enveloppe globale de budget confortable pour aller au Japon. Et là, on va s'attaquer à la seconde partie, et la grosse partie de cette émission. Ça va être le budget à prévoir avant de partir. Et on tient à souligner que c'est bien le budget à dépenser presque, avant même de mettre les pieds sur le territoire nippon. Oui. Et donc ça représente environ 70%, c'est ça ? Oui, on estime que, en fait, on le dit souvent sur Campai.fr, mais il faut la préparation pour un voyage au Japon, c'est vraiment très important parce que c'est un pays qui peut se visiter en last minute, mais si on veut vraiment pleinement profiter de ses services, des choses à voir ou alors qu'on a vraiment en tête des visites particulières, il vaut mieux se préparer en amont, réserver, regarder comment ça se passe, le fonctionnement, s'inscrire, etc. Le Japon aime bien comme ça pouvoir proposer des choses, mais qui supposent un procédé de réservation parfois assez long et surtout à faire en avance. Et du coup, tout ce qui est gros budget, vous allez le dépenser avant même de partir au Japon. Et on estime que l'enveloppe du budget global, ça sera à peu près 70% de ce que vous allez dépenser avant de partir. Et une fois que vous serez au Japon, en fait, vous n'aurez plus, entre guillemets, qu'à profiter. Oui, c'est ça. Donc là, on va parler un peu de ce qui fait mal avant d'avoir les 2 pieds dans le pays.
Euh, et bien sûr, on commence très généralement par l'avion. C'est un peu ça qui va déterminer, notamment en 2023, en tout cas à partir de 2023, on ne sait pas trop comment ça va revenir à la norme. C'est le prix de l'achat de son billet d'avion. Notamment, comme tu disais, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, le prix du kérosène et les compagnies aussi qui renflouent, on suppose, depuis ces 2-3 printemps de fermeture au Japon. Oui. Donc ça va nettement augmenter le prix du billet. Avant, tu estimes qu'on partait pour moins de 1 000 €, c'est Oui, ça? avant, on pouvait trouver des billets avec ou sans escale pour moins de 1 000 €. Il y avait des promotions, on pouvait trouver 600 € avec escale, voire du 800 € en direct. Alors j'entends bien toujours depuis l'Europe vers le Japon, hein, on est à peu près sur une douzaine d'heures de vol. Et on avait en fait des prix où on pouvait trouver un vol aller-retour pour moins de 1 000 €. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Faut vraiment plus partir de cette base-là. Les prix en 2023 ont explosé pour toutes les raisons que tu viens de citer. Et donc maintenant, on considère qu'un vol Europe-Japon, il va être à plus de 1 000 €, même avec une escale. Et un direct coûte en ce moment en moyenne entre 1 500 et 2 000 € en vol aller-retour pour un adulte. En gros, on estime qu'il faut compter 500 € d'écart entre un vol direct et un vol avec escale. Donc voilà, on est sur une enveloppe budgétaire qui est nettement plus importante que 2019 et avant, même quand le Japon était encore populaire parce qu'il allait accueillir les Jeux Olympiques et donc il y avait une forte demande touristique qui s'effectuait vers le pays, et ben on n'était quand même pas sur des prix aussi forts. Là, voilà, il y a eu d'autres paramètres qui sont entrés en compte et aujourd'hui, on est sur un tarif comme ça. C'est difficile de savoir quand est-ce que ça va changer. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un plafond de verre qui sera atteint. Mais c'est difficile à prévoir. C'est aussi que pour l'instant ça fonctionne très bien et que là quand on voit les touristes, enfin les photos des touristes on va dire au Japon, c'est vrai qu'ils auraient tort de se priver parce que vraiment ça connaît un succès fou peut-être. Oui, malgré ces prix-là, effectivement les touristes sont de retour sur le sol japonais. Donc pour conclure sur la partie avion, si aujourd'hui on trouve des billets à plus de 1 000 € en fait c'est pas du tout surprenant. Notamment pour les personnes qui sont déjà peut-être allées par le passé avec un billet à 600 ou à 800 €. Donc aujourd'hui l'expérience on peut dire qu'elle est clairement dégradée, même si bon c'est un peu nécessaire pour aller sur le territoire japonais, avec un voyage qui sera plus long puisque les routes aériennes sont détournées et plus chères également, quoi. Exactement. Et pour la prochaine très haute saison d'avril 2024, on trouve aujourd'hui des prix qui sont plutôt autour de 1 500 € déjà. Ah ouais, donc c'est vraiment plus cher. Après c'est la haute saison, donc c'est vrai que c'est au moins plus 500 €. La très haute saison. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un premier ordre d'idée sur le prix de l'avion pour aller au Japon. Donc une fois qu'on a son billet d'avion, on connaît sa date d'aller et de retour. Par contre, sur place, c'est vrai que tout ce qui est lié au transport, même si au final c'est assez facile de circuler au Japon, mais il faut quand même s'y préparer, et notamment si on veut accéder à des passes, notamment le JR Pass, qui va être dédié aux touristes étrangers. Donc c'est visa de moins de 90 jours, si je ne me trompe pas. Mais après aussi des passes régionaux, etc., dont tu vas nous parler. Et à prendre en compte aussi les changements pour les personnes qui voyageront en 2024 au Japon, ou même avant, puisque le JR Pass va nettement augmenter apparemment à partir du 1er octobre. On va parler un peu de cette enveloppe à prévoir après l'avion, c'est le pass transport, notamment sur tout ce qui va être ferroviaire. Oui, voilà, en fait, quand on est au Japon, souvent on voyage en train entre les grandes villes japonaises. Donc pour tous ceux qui veulent visiter la Golden Route, on va dire Tokyo, Kyoto, et puis peut-être descendre jusqu'à Hiroshima, on prend le train JR, et donc pour ça, on a un pass spécial pour nous les touristes, qui est le JR Pass, donc le Japan Rail Pass, qui est donc national, et qui permet donc de voyager à un tarif net, de voyager de façon illimitée sur les trains, avec un tarif fixe. Donc aujourd'hui, le JR Pass de 7 jours, donc le premier format de JR Pass, parce qu'il y a 7, 14 et 21 jours, oui. Il est à 29 650 yens, donc ça fait environ 210 € avec le taux de change actuel. Donc ça, c'est pour une classe ordinaire et pour un adulte. Sachez que les enfants qui ont jusqu'à 11 ans payent demi-tarif. Donc aujourd'hui, ce JR Pass-là, qui permet en fait de faire un aller-retour Tokyo-Kyoto très facilement sur une semaine, il va
considérablement augmenté à partir donc, d'octobre 2023. En fait, la compagnie JR East, donc, qui gère la vente de ces passes, a décidé de procéder à des augmentations. Et donc, on est sur des augmentations de l'ordre de 65 à 70%, plus cher que le prix actuel. Donc, c'est sûr que ça va changer pas mal la donne sur la question des transports dans l'archipel et de savoir quel itinéraire on va adopter. Quelques arguments quand même pour relativiser un peu cette hausse. Il faut savoir que le cours du yen est actuellement faible. Cela amortit un peu cette augmentation et à noter que selon le cours des devises entre 2010 et 2012, ou encore en 2016, le prix de vente en euros était déjà quasiment aussi élevé. Donc, même si ça va nous faire une augmentation assez importante, il faut savoir qu'à une certaine époque, il coûtait déjà ce prix-là parce que le cours du yen était moins intéressant pour nous. Ensuite, le pass 7 jours risque de perdre évidemment son attractivité parce qu'il va devenir trop cher même pour un aller-retour Tokyo-Kyoto. Et donc peut-être que le pass 14 jours restera quand même intéressant pour des voyageurs qui voudront faire par exemple plusieurs grandes villes et qui prendront le Shinkansen qui est donc le train le plus cher au Japon. C'est notre TGV à nous mais un peu plus cher. Pour d'autres personnes qui voudront faire quand même Tokyo-Kyoto, on aura le pass régional sur lequel on pourra se reporter, qui normalement ne va pas augmenter. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. C'est le pass qui s'appelle Hokuriku Arch Pass. Donc, c'est un pass de train qui permet donc de rallier Tokyo-Kyoto par les Alpes japonaises et donc de faire un stop à Kanazawa. Et quand j'entends un stop, c'est-à-dire qu'il y a un changement de train, vraiment. Donc, on prend une ligne de Shinkansen et ensuite on en prend une autre. Donc ça permet tout de même de relativiser le prix de ce trajet-là, puisque actuellement le pass il est à 170 € environ pour 7 jours. Donc c'est un peu moins cher que les 210 € du JR Pass national. Après, c'est un trajet qui est beaucoup plus long, puisqu'au lieu de le faire en 2h30, on le fait en un peu plus de 5 heures, je crois, de mémoire. Mais c'est l'occasion aussi de visiter Kanazawa, qui est une très très jolie cité. Un autre trajet. Voilà, Kanazawa reste une destination touristique assez intéressante à faire. Là, tu nous dis il est à 170 € par rapport aux 210, sachant que, sauf s'il augmenterait, mais l'autre JR va augmenter de 70%, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc il va devenir très cher. Et plus du tout intéressant. En comparaison à un prix de tarif de billets secs, si on le prend directement. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais le JR, même si on va y consacrer une émission dans les mois à venir, le JR, en fait, il est très confortable puisqu'il va nous permettre d'avoir un accès illimité aux lignes de Shinkansen, en tout cas aux lignes du JR. On n'a pas forcément besoin de réserver ses places. On peut arriver aussi un peu quand on veut dans n'importe quel wagon selon le type de train. Donc c'est un confort qui n'est pas négligeable, mais par contre, est-ce qu'il va valoir ce 70% d'augmentation ? Ça sera à relativiser à chacun. Ouais. Exactement. Après, voilà, normalement, les passes régionaux ne sont pas concernés par cette augmentation, ou en tout cas pas à l'heure actuelle, où nous sommes en train de faire ce podcast. Donc, il faudra peut-être plus s'orienter vers ces passes-là, revoir un peu son itinéraire pour que cela devienne quelque chose avec un meilleur rapport qualité-prix. Mais voilà, les JR Pass vont augmenter à partir d'octobre. Et sachez que pour tous ceux qui feront un voyage en 2024, ce nouveau tarif-là sera applicable, puisque les JR Pass, quand vous les achetez en dehors, vous devez les acheter en dehors du Japon. Et les vouchers sont valables 3 mois. Donc à partir d'octobre, vous pourrez voyager jusqu'à la fin 2023 avec l'ancien tarif si vous avez commandé avant le 1er octobre. Et sinon, après, ça sera 2024. Et 2024, il n'y aura pas le choix. Ça sera les nouveaux tarifs. Donc on ne connaît pas encore l'augmentation exacte, mais on connaît cet ordre de grandeur dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, voilà, ils ont annoncé... en fait, ils ont donné des comptes ronds, donc c'est du 50 000 yens, 100 000 yens, des tarifs comme ça. Après, il y aura une annonce en fait officielle, donc peut-être qu'ils ajusteront de quelques centaines de yens. Mais en tout cas, l'augmentation en elle-même, c'est pour ça qu'on parle de 65 à 70%, c'est pour donner un ordre d'idée. L'augmentation en elle-même, elle sera forcément très visible. Pareil, si on a déjà voyagé au Japon avec le JR dans le passé, on va dire il y a 4-5 ans, eh bien, il faudra s'y prendre peut-être autrement, voir un peu des trajets différents, ou alors accepter cette augmentation et puis faire avec. Faire avec, voilà, la rentrée dans le budget. Et tu avais vu passer un article par rapport à ce que l'on disait sur l'augmentation du prix du GR, justement un article qui parlait du mécontentement, ou en tout cas de l'avis de certains sondés. Je ne sais pas si tu as trop le détail de ces sondés, justement. Alors, de ce que je me rappelle,
C'est que dans la presse japonaise, ils ont fait en fait un sondage ces derniers temps auprès de potentiels voyageurs au Japon et ils leur ont demandé si ils seraient prêts à acheter le GR Pass après l'augmentation tarifaire qu'ils ont annoncée donc pour le mois d'octobre. Et on a 70% des sondés qui répondent que non, probablement non, ils n'achèteront plus de JR Pass suite à l'augmentation. Donc à voir ce que la JR East va faire avec ça, mais c'est vrai que cette augmentation, elle est assez importante alors que on comprend qu'il faille augmenter un peu les prix, c'est normal. Après, on aurait peut-être vu quelque chose de plus graduel. Oui, moins drastique. Et puis, moins drastique. Est-ce que cela va en fait leur apporter ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une meilleure rentrée d'argent? Je ne sais pas. À voir. Sachant qu'en plus, ça va un peu diluer le tourisme dans les autres transports et c'était pas forcément ce qui était voulu, je pense, du côté japonais. Il y avait des Shinkansen, au Japon qui sont réservés en fait aux salarymen. Donc c'est les Shinkansen les plus rapides, comme le Nozomi, ceux auxquels le JR Pass les détenteurs du JR Pass n'ont pas accès. Et là, avec l'augmentation, ils auront accès, alors au moyen d'un coût supplémentaire, mais ils y auront accès ou alors ils pourront l'acheter en sec et peut-être que du coup, les voyageurs vont s'orienter vers des trajets plus courts. Autre poste de dépenses dont il va falloir parler et qu'on l'on fait généralement en amont, c'est l'hébergement. Donc l'hébergement, on va évidemment en faire qu'une typologie, mais déjà ça va pouvoir nous donner des indications de prix par nuitée. On peut commencer par quelque chose qui est assez typique au Japon, c'est les capsules hôtels. Donc on voit à peu près un coût de entre 30 et 45 euros la nuit. Donc ça, on va dire que c'est quasiment le plus abordable. Après, on parlera aussi des auberges de jeunesse. Mais déjà, 30 à 45 euros la nuit, sachant que donc, on est dans des capsules, hein, ça porte bien son nom. Oui, dans des boîtes. Dans des boîtes. Et donc ça, pour diminuer un peu son enveloppe budgétaire, eh bien, c'est sur ces types d'hôtels qu'on peut miser. Est-ce que tu peux nous dire si c'est plutôt dans les grandes villes ou il y en a un petit peu partout peut-être ? Alors, les capsules hôtels, c'est à la base des hôtels pour justement les salarymen. Quand ils rentraient trop tard, quand ils sortaient trop tard de leur travail ou de leur soirée après le travail et qu'ils n'avaient plus de train pour rentrer chez eux, ils pouvaient dormir dans les capsules hôtels. Donc, c'est des lits dans des petites boîtes. Et la nuit est considérée comme pas chère parce que c'est des nuits de dépannage. Donc, on les trouve souvent autour des gares, plutôt dans les villes, moins dans les campagnes, et plutôt autour des gares. Après, maintenant, il y a des capsules hôtels de plusieurs gammes. Il y a les capsules hôtels de salaryman, puis il y a des capsules hôtels un peu plus haut de gamme, où en fait, la capsule, elle est un peu plus grande, avec une petite tablette, un petit espace pour poser sa valise. Donc, ils sont plus dédiés aux voyageurs. Alors, ils sont un peu plus chers que 30 à 45 euros. Oui, on est plutôt autour de 50-55 euros la nuit. On en trouve aussi aux aéroports, donc notamment à Haneda et à Kix, on a des capsules hôtels de la gamme First Cabin, donc qui sont aux aéroports. Le capsule hôtel, c'est bien pour une nuit de dépannage, pour payer un peu moins cher pour l'expérience. Après, c'est pas un hébergement dans lequel on va y rester plusieurs jours, parce que c'est pas du tout pratique. Et déjà, c'est hommes et femmes séparés, donc si vous voyagez en couple avec votre conjoint, c'est pas forcément agréable. Ce que j'allais dire, du coup, il y a cette séparation homme-femme, il y a le fait que les enfants de moins de 13 ans sont pas forcément acceptés partout. Oui, c'est que pour les adultes. Et la place de la valise aussi, puisque la valise est laissée donc devant sa capsule hôtel, enfin ça dépend de la taille de la valise. Et donc ça c'est à prendre en compte, puisque c'est vrai qu'une semaine, même si c'est faisable, et que les photos des fois ils sont malins parce qu'ils font des photos qui donnent très envie quand même, on dirait que c'est hyper ergonomique, etc. Oui. Mais voilà, c'est à prendre en compte ces petits détails-là qu'on connaît pas en fait nous ici, quoi. Non, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une explication rationnelle. Et encore pas cher, c'est vrai que 50 euros la nuit pour l'ambiance d'une capsule, on va dire que par rapport à ce qu'on peut trouver nous ici, c'est des idées reçues un peu qu'on pourrait se faire, se dire tiens c'est pas cher, au final bon ça reste quand même un budget, on est d'accord. Et donc après on peut passer aux auberges de jeunesse, puisque on va trouver des prix également attractifs, entre 30 et 50 euros la nuit en dortoir et environ 60 euros la nuit pour une chambre seule. Et donc là, après, ça va être un peu ce qu'on connaît un peu partout dans le monde, on va dire, en termes d'ambiance d'auberge de jeunesse. Oui. Et ça se fait beaucoup aussi au Japon. Oui, ça se fait beaucoup, notamment auprès des jeunes qui veulent voyager au Japon pour pas trop cher. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres voyageurs dans les salles communes. Donc c'est aussi un moyen de pas, pour les personnes qui voyagent en solo, de pas se retrouver forcément seuls tous les soirs. Donc les auberges de jeunesse, ça fonctionne bien au Japon. Et pour le coup, si on veut séjourner plusieurs jours, là c'est un peu plus facile, puisque ça va être prévu pour, donc il y aura des endroits pour stocker les bagages si besoin la journée, etc.
Oui, voilà, il y a des consignes, il y a des coffres-forts aussi pour mettre ses affaires, de valeur en sécurité. Les auberges de jeunesse, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, opter pour, votre hébergement principal, si Mmh. vous êtes, d'accord avec le prix et le concept. Autre type d'hébergement qui va être souvent pratique pour rayonner, notamment si on se trouve autour des gares, que l'on soit seul, à 2 ou en famille, ça va être les hôtels standards en fait. Les hôtels, alors standard, on parle quand même de 3 étoiles, Oui. entre 100 et 120 € la nuitée avec, on souligne, il y a toujours ce service à la japonaise quand même. Oui, ce sont les hôtels qu'on appelle, les Mmh. business hotels, donc c'est les hôtels, standards, alors qui n'ont pas forcément, un design ou une âme, particulière, mais qui sont, pratiques, fonctionnels, bien situés, puisque aux abords des gares ou alors dans des quartiers d'affaires ou des quartiers dynamiques, donc ça, c'est très pratique pour visiter les centres-villes. En général, ils sont propres parce que, le service à la japonaise, ça suppose un personnel efficace et puis, de la propreté dans les chambres. Ils sont climatisés, donc ça, c'est très important l'été. Après la climatisation, regardez les avis sur internet, des fois avant de réserver parce qu'elle n'est pas tout le temps, optimum. Il y a des climatisations qui font plus ou moins de bruit, qui fonctionnent plus ou moins bien. Et ce sont en fait des hôtels dans lesquels on va y rester le plus souvent quand on est, des voyageurs, en couple ou alors en famille si l'hôtel dispose de chambres familiales. C'est des hôtels faciles que l'on connaît, qui sont faciles à appréhender pour des voyageurs étrangers. Et ensuite, il y a des hébergements un peu plus haut de gamme, ou même beaucoup plus haut de gamme. Et ça va être plutôt pour des gens qui se destinent à une expérience autre du Japon, voire des fois très japonaise, justement. Donc, on va pouvoir parler des hôtels 4 à 5 étoiles, avec d'autres budgets qui vont être équipés différemment. Il y aura sans doute des jardins, des bains, des onsen, et aussi tout ce qui est lié à l'univers du ryokan. Peut-être ça, tu peux nous en Mmh. toucher 2 mots. Oui, donc les hôtels 4 à 5 étoiles, donc 4 étoiles, on est plutôt sur un budget d'environ 400 € la nuit. Et puis sur du 5 étoiles, on passe sur un budget entre 800 et 1 000 € la nuit en moyenne. Donc là, on est sur l'expérience haut de gamme, avec une architecture de l'hôtel particulière, un concept qui est mis en avant, et puis souvent un restaurant gastronomique ou une expérience en tout cas culinaire un peu haut de gamme. Donc c'est qui justifie aussi le prix de la nuitée. Et puis si on veut rester sur quelque chose d'un peu luxueux mais un peu plus abordable et très traditionnel, on fait dans ces cas-là une nuit au ryokan. Donc c'est l'auberge traditionnelle, en général avec des onsen, donc des bains de chaud à disposition dans l'établissement. Donc pour une nuit dans un ryokan, on est en moyenne entre 250 € et 500 € la nuit pour 2 personnes. Souvent le prix commence à 2 personnes dans un ryokan, il y a très rarement des offres pour un adulte. Ce prix-là comprend en fait une demi-pension, donc le dîner et le petit déjeuner sont prévus dans la nuitée. Ce sont donc des repas kaiseki, c'est-à-dire traditionnels, donc une suite de petits plats japonais de saison. Et donc le petit déjeuner sera forcément salé avec du riz, du poisson, de la soupe miso, etc. C'est une expérience en soi. Plus que de dormir quelque part, on vit en fait une expérience traditionnelle. Donc pour tous les gens qui voyagent au Japon, c'est vrai qu'on conseillerait au moins de le vivre une fois et de mettre ce budget-là pour une nuit complète et d'en profiter vraiment pleinement et après de ventiler sur des hébergements un peu moins chers. C'est des hébergements également qu'on va trouver plutôt dans des endroits un peu particuliers au Japon, les montagnes ou même dans les zones, dans les espaces plus balnéaires, etc. Mais en Oui, tout cas, voilà. pour avoir une expérience aussi du paysage, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas local, quoi, Oui, avec des voilà. spécialités locales. En général, c'est dans des endroits qui sont pittoresques, très jolis, à la montagne, au bord de la mer, plutôt dans la campagne. Et on vient là pour le paysage, l'expérience, le service et dormir dans des futons. Parce qu'on dormira forcément dans des futons. C'est très rare de trouver une literie occidentale. On peut en trouver, hein, mais quitte Ça, à... pareil, je pense qu'on fera une émission aussi sur les hébergements au Japon, puisqu'il y a des choses dont, quand on ne s'intéresse pas forcément à la base au Japon, on ne s'y attend pas du tout à retrouver des choses vraiment différentes, même ne serait-ce que pour passer une nuit quand on a des enfants notamment, où on veut dormir à 2 dans un lit, et ce n'est pas possible parce qu'il y a plusieurs lits et pas qu'un Voilà. un lit. Oui, c'est un futon par personne. Oui, c'est ça. Et justement, en parlant de famille, est-ce que tu peux nous apporter peut-être une précision sur... parce que là, on parle de voyage à 2 pour 15 jours, mais on peut peut-être quand même faire une aparté sur la place des enfants ou comment ils sont considérés, Oui. on va dire. Alors, on considère qu'un enfant est petit, donc de 0 à 5 ans. Et donc de 0 à 5 ans, dans les hébergements en général au Japon, on ne considère pas que l'enfant a besoin d'un lit et il va dormir avec ses parents.
où vous n'avez pas besoin donc de payer pour votre enfant de moins de 5 ans, mais il faut savoir qu'il va dormir avec vous. Si vous voulez qu'il ait son lit, soit vous pouvez demander un lit parapluie si l'enfant a moins de 1 an et que l'établissement en propose, soit il faudra commander en fait, réserver une chambre triple, c'est-à-dire avec 3 lits, ou bien une chambre familiale où il y aura un espace pour l'enfant. Et ensuite, à partir de 6 ans, un enfant c'est considéré comme un adulte au niveau des hébergements au Japon, donc vous devrez payer la même somme que pour un adulte pour qu'il ait un lit et a suffisamment de place dans la chambre. Donc quand on est une famille de 4 personnes, par exemple, 2 adultes et 2 enfants, on considère que pour un hôtel standard, il faut compter environ 200 € la nuit pour une chambre familiale ou 2 chambres qui vont communiquer entre elles par un couloir spécial. Donc en plus de tous les hébergements que l'on vient de vous citer, donc plutôt de l'offre hôtelière, ce qu'on peut faire aussi au Japon, c'est de la location d'appartements ou de maisons dans les villes ou dans les campagnes au Japon. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent vivre à la japonaise au quotidien, donc gérer les poubelles notamment, les appareils électroménagers japonais, etc. Donc, Ça fait partie du voyage également. ça fait partie du voyage. Là, on peut compter environ à partir de 150 € en moyenne pour 2 personnes la nuit. Donc ça peut être un très bon compromis pour les familles, les groupes d'amis, ceux qui veulent rester un peu plus longtemps dans leur logement, qui souhaitent aussi y flâner dans la journée, pouvoir un peu se reposer, puisque ce sont des appartements et des maisons comme tout à chacun. Et ça, au Japon, est-ce que ça fonctionne également principalement par du Airbnb ou est-ce qu'ils ont des plateformes peut-être différentes ? Airbnb fonctionne au Japon, mais la loi, en fait, a beaucoup réfréné ce type d'usage et maintenant, c'est un peu compliqué d'utiliser Airbnb. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander désormais. Après, il y a beaucoup de solutions sur Internet. Hein. Vous saisissez des mots-clés comme location, appartement plus la ville et vous allez trouver des solutions pour louer des belles maisons japonaises traditionnelles dans les centres-villes comme à Kyoto. Il y a des très bonnes choses. Ou alors trouver des appartements pratiques à Tokyo. Le seul conseil que je vous dirais, c'est de regarder bien la localisation. Par exemple, ne pas être trop loin des centres-villes parce qu'après, vous aurez tous les trajets à faire au quotidien et du coup, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Notamment à Tokyo, la ville qui fait 80 km de long au minimum. Voilà. Quand c'est pas très cher, quand la nuit n'est pas très chère et au prix très attractif, c'est que c'est peut-être très loin. Et du coup, vous allez vous retrouver en fait comme tous les gens qui habitent au Japon à passer des heures dans le train le soir ou à avoir des trains bondés. Donc ça, faut faire un petit peu attention parce que vous êtes en vacances. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les prix des hébergements peuvent varier en fonction des destinations. Et les plus grandes villes sont parfois pas forcément les plus chères. Par exemple, Tokyo est moins cher pour se loger que Kyoto ou Osaka parce qu'il y a plus d'offres et donc du coup vous avez un panel de prix qui est assez large et vous pouvez trouver vraiment quelque chose qui vous convient à votre budget. En revanche, par exemple, Okayama, qui est une petite ville avec son château magnifique et authentique, pratique, elle, des prix finalement assez élevés dans l'hôtellerie parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc on a parfois une demande qui est plus forte que l'offre et une offre qui est tout de suite haut de gamme. Donc, il faudra prévoir un budget assez conséquent pour cette ville, on va dire, de province. Et ça, c'est lié à des événements, soit au festival ou peut-être à la saisonnalité aussi, comme on avait vu. Peut-être qu'il y a des périodes où il y a des villes qui vont plus vivre comme chez nous, en fait, plus vivre à certaines saisons qu'à d'autres, quoi. C'est ça. Par exemple, vous avez Tokushima sur Shikoku, sur l'île de Shikoku. Quand c'est Awa Odori, tous les hébergements sont pris voire une année à l'avance et il ne vous reste plus rien, mais la ville ne peut pas avoir une offre d'hébergement qui correspond à quelques jours par an dans l'année d'affluence. Donc c'est ça des choses qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'on peut dire par exemple, c'est qu'Hiroshima, qui est une assez grande ville, affiche elle des prix plutôt abordables et cohérents avec son offre. Donc voilà, il ne faut pas être surpris si vous voyez des prix différents entre les villes ou qu'il y a des petites villes qui vous semblent chères. C'est une question d'offre et de demande sur place. Et pour terminer avec la thématique de où se loger, ou en tout cas à quel prix, si vous voulez ne pas être logé, on peut dire ça comme ça, il y a toujours l'expérience de faire le bus de nuit pour rejoindre, par exemple, ça se fait de Tokyo à Kyoto ou vice-versa. Eh bien, ça va se faire en trajet de bus, notamment avec la compagnie Wheeler Express. Il y en a sûrement d'autres. Et donc là, si vous ne voulez pas dormir, si vous voulez passer une belle nuit blanche à vous arrêter toutes les 2 heures avec le chauffeur, eh bien, on peut vous conseiller ça
pour économiser une nuit, mais en même temps faire votre trajet à moins cher qu'avec le JR Pass par exemple. Exactement, on économise le prix du trajet et le prix d'une nuit, le prix du trajet en train et le prix d'une nuit. Après, on peut avoir le plaisir de faire ces petites visites du lendemain avec la tête un peu dans le gaz. Oui, voilà, on économise sur le prix, on n'économise pas sur la fatigue. Mais en vrai, voilà, c'est une vraie proposition en fait pour économiser une nuit, surtout si c'est dans une ville où on doit y passer assez peu de temps. Au final, ça peut être un bon compromis. Oui. Il faut savoir que le réseau autoroutier fonctionne bien et est assez sécurisé. Donc, la conduite par des chauffeurs avec des bus de nuit, il n'y a pas de problème au Japon. En général, c'est bien réglementé et vous pouvez avoir confiance. Autre chose à prévoir après ces hébergements, c'est également l'argent liquide qu'on va dépenser sur place. Et pour ça, on va l'expédier peut-être un peu vite pour cette émission, puisque tout est déjà sur Kanpai dans un article dont tu nous parleras. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant de faire cet échange avant, notamment puisque au Japon, la carte bancaire est assez peu utilisée au final. En tout cas, pas autant que nous en France. Oui, alors au Japon, on utilise beaucoup l'argent liquide pour payer ses visites sur place, sa nourriture, etc. C'est bien vu, en fait, il n'y a pas de risque à transporter sur soi une somme d'argent assez importante puisque la sécurité au Japon est plutôt bien pour nous. Du coup, vous pouvez partir avec une somme d'argent liquide, c'est même rassurant parce qu'effectivement, toutes les cartes bancaires ne passent pas au Japon ou pas partout. Maintenant, on peut aussi payer par smartphone, mais c'est avec des applications japonaises essentiellement. Donc, ça peut aussi être handicapant finalement pour nous parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. Donc, il faut toujours prévoir de l'argent liquide. Avant de partir, on a un article dédié qui s'appelle « Changer ses euros en yens et au meilleur prix ». Et on a tout un tableau de comparaison de plusieurs bureaux de change français qui permet de changer ses devises partout en France. C'est-à-dire que ça fonctionne avec des transporteurs privés. Et on peut être n'importe où en France et on peut changer ses devises avec un bureau de change parisien. En toute simplicité, en toute rapidité. Et c'est une solution qu'on recommande pour partir l'esprit léger et avoir d'avance en fait un budget à dépenser sur place, un budget prévu. Et donc pour ça, c'est aussi intéressant de s'intéresser un peu au cours du yen, à regarder un peu avant son départ, si c'est intéressant ou pas de le faire, peut-être même des fois des mois en avance, alors que c'est pas forcément quelque chose que l'on peut faire généralement en voyage. Oui. Mais là, c'est une période particulièrement intéressante, donc il ne faudrait pas se priver. Exactement. Et enfin, par rapport aux dépenses avant voyage, on pourrait parler de celles liées au confort que l'on va retrouver avec Internet, puisque autant on aura assez facilement au Japon Internet dans nos logements, dans les bars, restaurants, etc. Mais lorsque l'on part en balade, Internet ne suit pas forcément si on n'a pas les bons abonnements. Et donc pour ça, on recommande le Pocket Wi-Fi à partir de 5 € par jour à peu près pour avoir Internet illimité avec soi. Et on peut se connecter en plus à plusieurs sur ce Pocket Wi-Fi, c'est ça ? Oui, normalement on peut se connecter entre 3 et 5 appareils. D'accord. Donc ça, un Pocket Wi-Fi pour un couple, ou enfin pour un groupe de personnes, en tout cas, ça peut être largement suffisant. Oui, et c'est une solution qui reste quand même plus pratique pour nous, touristes étrangers, que la carte SIM. La carte SIM, c'est bien pour les personnes qui vont vivre quelques mois au Japon et qui vont s'installer de façon temporaire ou durable. Après, il faut savoir qu'il faut quand même s'abonner à un opérateur téléphonique japonais. Donc, c'est toujours des démarches administratives à faire, parfois fastidieuses quand on ne parle pas japonais. Et puis, il faut avoir un téléphone qui puisse récupérer la carte SIM et l'activer. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas forcément pratiques, alors que le Pocket Wi-Fi, c'est quelque chose que l'on loue, donc ça comme un petit galet qu'on va transporter sur soi, et on va se connecter avec le Wi-Fi, et on va pouvoir avoir Internet quand on est en itinérance, donc pour se repérer, pour chercher des informations. Et puis des fois, on peut aussi l'utiliser dans son logement si la connexion n'est pas assez bonne. Par exemple, dans certains hôtels, parce qu'on est sur un débit qui n'est pas assez fort, on pourra utiliser notre Pocket Wi-Fi si celui-ci est meilleur. Et ces Pocket Wi-Fi, on peut les retrouver sur des plateformes peut-être, enfin pour la location en avance justement. Oui, bien sûr, vous pouvez la réserver sur des sites internet français avant de partir en voyage. Comme ça, vous payez en euros et c'est quelque chose que vous avez déjà prévu avant de partir. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise sur place. Ouais, et souvent, c'est à récupérer à l'aéroport en plus. Oui, on peut le récupérer dès qu'on arrive à la descente de l'avion à l'aéroport et on va le ramener ensuite, on va le redéposer ensuite à l'aéroport en repartant. Donc, il est vraiment sur nous du début jusqu'à la fin.
Et en tant que conseiller voyage, on peut que vous recommander aussi l'expérience de la journée guidée avec des guides francophones. Donc ça, la réservation de ces créneaux-là va se faire en amont également, donc depuis chez vous. Et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et améliorer l'expérience, notamment pour l'échange de vos vouchers de JR Pass, apprendre à retirer de l'argent, apprendre les bons plans aussi sur votre arrivée, que ce soit à Osaka ou Tokyo ou autre. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver aussi sur certains sites français qui proposent cette expérience-là. Donc ça commence à partir de combien en budget environ? Oui, alors par exemple, on va citer un site avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle donc kekaku.fr et qui propose donc de l'accompagnement à la journée pour une personne ou un groupe de personnes francophones. Donc sur le prix d'appel, il est environ de 7000 yens par personne pour une journée en basse saison pour un groupe. Donc c'est à peu près 47 euros en ce moment avec le cours du yen. Pour une journée moyenne au Japon, en général, comptez plutôt 16 500 yens, donc à peu près 110 euros la journée par personne, par exemple, pour un couple. Ça, c'est de l'argent qu'on va dire bien dépensé. C'est-à-dire que c'est un budget que vous mettez et qui va en fait vous permettre après d'économiser sur tout le reste du voyage, enfin de gagner en efficacité, de gagner du temps et de mieux comprendre aussi où vous êtes, comment ça fonctionne. Donc c'est un budget qu'on recommande de mettre notamment pour tous les voyageurs qui arrivent au Japon et qui connaissent pas bien encore la culture et qui auraient besoin qu'on les accompagne. Une journée, ça suffit pour tout poser et permettre ensuite une meilleure expérience. Donc voilà ce qu'on pouvait vous proposer pour mieux préparer votre voyage, en tout cas en amont. Donc on parle tout le temps de l'enveloppe des 70% environ de son budget global pour partir. Donc l'avion, l'hébergement, le change de devise, Internet, pourquoi pas une journée guidée. Donc ça c'est une option, mais c'est une option qui est vraiment intéressante, notamment pour une première fois au Japon. Et tout ce qui est lié au pass de transport, notamment par rapport au train. Après, tout ce qui est métro, etc., ça fonctionne un peu comme chez nous, on va dire. Donc, oui, c'est des tickets à la journée ou au trajet. Sinon, il y a des tickets au trajet à la distance. C'est quelques centaines de yens à chaque fois. Sinon, vous utilisez une carte Suica, donc une carte prépayée, que vous pouvez aussi commander depuis la France. Et ça vous sert de porte-monnaie électronique et vous payez tous vos transports du quotidien avec ça. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est que c'est un voyage qui va se préparer en avance, notamment par rapport à toutes ces thématiques-là qu'on vient d'énumérer. Et pour terminer, on va pouvoir passer à la gestion du budget sur place, la partie qui offre le plus de belles surprises, on va dire, là où on est en train de profiter de ces balades, de ces restaurants, de tous ces petits plats. Donc c'est une fois qu'on est arrivé au Japon, on va s'intéresser donc au coût de la vie, notamment la nourriture et après certaines activités. Et bien sûr, après, vous rajouterez à cette enveloppe toutes les activités qui vous plairont et ce pourquoi vous allez au Japon. Mais c'est principalement la nourriture qui va prendre une partie du budget dans la journée. Oui. Et donc ça, c'est en fait les budgets qu'on va vous présenter, c'est surtout le fait que même si on n'a rien de prévu dans la journée, forcément à un moment donné, on va tomber sur soit un musée, soit un jardin, un temple ou des bons petits plats. Oui, ça, c'est une évidence. Donc voilà, je crois que c'est ta partie préférée peut-être, la nourriture. Ça c'est le budget qu'on aime dépenser parce que celui-ci il est concret de manière immédiate. Donc en fait, pour donner une fourchette globale, on estime qu'on va dépenser entre 40 euros et 60 euros par jour et par personne. Donc ça c'est ce qu'on recommande de prévoir dans une enveloppe globale. Ensuite, si on découpe un peu ce budget quotidien, on va avoir la nourriture qui va être le premier poste de dépense forcément. Et on peut compter entre 15 à 30 euros par jour et par personne en moyenne pour se nourrir tous les jours, donc en mangeant japonais, c'est-à-dire en mangeant local, puisque c'est de la nourriture qui reste aux meilleures qualité-prix. Donc il faut savoir que la nourriture japonaise représente un bon rapport qualité-prix et que même des chaînes de fast-food locales comme Yoshinoya permettent de se restaurer comme il faut à moindre coût. Donc Yoshinoya, ça sert des bols de riz avec des garnitures dessus au bœuf ou alors aux légumes. On peut aussi trouver pour manger, on va dire, à moins de 1000 yens par repas. Donc ça, c'est à moins de... alors, au cours actuel du yen, on est plutôt autour de 8 euros par repas, à vérifier. Et on a un article sur Kanpai qui nous explique comment manger pour moins de 1000 yens par repas, qui s'appelle « Manger pas cher au Japon ». Donc ça, je vous invite vraiment à aller le lire avant de partir. Et vous aurez comme ça les bons réflexes pour manger pas cher et manger bien.
Sinon, pour vous donner quelques ordres de prix, on compte à peu près 300 yens pour un café. Pareil pour une pâtisserie, pour ceux qui ne prennent pas le petit déjeuner à l'hôtel, par exemple. Euh, Les onigiri, donc les petits sandwichs au riz qui sont bons, sont en moyenne à 150 yens, avec une garniture végétale ou au natto qui est moins chère que si c'est une garniture au poisson comme le thon ou le saumon. Il faut noter, il faut savoir aussi que les fruits et les légumes au Japon sont plus chers qu'en France parce qu'ils sont en général importés, ou alors c'est qu'il y en a très peu parce qu'il n'y a pas de champ de culture aussi vaste que chez nous. Donc les fruits et légumes, il faut considérer ça comme un produit de luxe. D'ailleurs, les Japonais se les offrent entre eux comme cadeau. Et si vous voulez quand même manger des fruits et des légumes frais, regardez bien les prix, consommez local, donc dans la préfecture où vous êtes, et de saison. Donc vous aurez le meilleur rapport qualité-prix. Et dernier point, vous avez donc les combini, les fameuses épiceries japonaises qu'on va trouver partout, 7 jours sur 7 et ouvertes 24 heures sur 24, qui dépannent bien et qui permettent de manger frais à toute heure. Après, cette flexibilité horaire-là a un prix, et si on veut manger un peu moins cher pour la même chose, on s'oriente dans ces cas-là dans les supermarchés. Il y a des supermarchés même dans les grandes villes, dans les quartiers plutôt résidentiels. Et là, vous aurez en fait plus de choix, un meilleur prix. Et si vous y allez en fin de journée, vous aurez aussi les réductions sur tous les produits qui se périment dans la journée, donc tous les produits frais, comme les sushis et les sashimi, par exemple. Ça, c'est vrai que quand on le sait en avance, que c'est dans ces endroits-là qu'on peut spotter un petit peu pour son repas du soir ou préparer ceux du lendemain, ça, c'est vrai que c'est intéressant quand même. Oui, et sachez que vous ne serez pas les seuls, parce que même les Japonais attendent les réductions et attendent le monsieur qui va apposer les autocollants. Donc Je crois que ça, c'est universel. Voilà, c'est en fin d'après-midi, vers 17h, qu'en général, on va commencer à mettre les réductions sur les produits qui se périment dans la journée, qui doivent être consommés, ou alors parce que sinon, ils seront jetés. Donc ça reste quand même une partie du budget qui, forcément, ça prend de la place, mais en même temps, c'est très abordable même par rapport à ce qu'on peut connaître ici. Oui, voilà, par rapport au prix de l'avion pour aller au Japon, la nourriture au Japon, on peut bien manger pour pas cher. Ça reste, pour le coup, on est dans une destination asiatique, on va avoir un panel en fait de plats assez large pour une somme tout à fait abordable. Et ça, quelles que soient les régions visitées, c'est quelque chose qui est assez... Oui. C'est quelque chose qui est complètement général C'est général à tout l'archipel. On va vous faire une fourchette de prix des visites les plus courantes que l'on fait quand on est au Japon, et on va partir des visites les moins chères pour aller vers les visites les plus chères. Donc on commence par les jardins japonais, comptez en moyenne à partir de 300 yens l'entrée, donc c'est pas très cher et ça permet de voir des jolis paysages en général en miniature, donc très beau du printemps jusqu'à l'automne, quand il y a la floraison successive de la nature. Alors, les parcs publics sont en général gratuits, c'est ceux qui ont les aires de jeu pour enfants, où on peut pique-niquer, où les Japonais se retrouvent le week-end. Et puis, en tarif un peu plus élevé, on a l'immense Shinjuku Gyoen à Tokyo, qui est à 500 yens, mais qui est tellement vaste qu'on peut y passer plusieurs heures. Ensuite, on va avoir les temples. Donc, les temples bouddhistes, c'est en moyenne 400 yens l'entrée, 700 yens pour celles qui ont quelque chose de remarquable comme un jardin spécial ou une architecture préservée ou alors une statue bouddhiste particulière. Donc 700 yens, c'est un peu moins de 5 euros, quoi. Oui. On va dire. Les sanctuaires Shinto sont eux en général gratuits, tous, et sont en libre d'accès, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés la nuit. En général, je veux dire. Et puis après, sur place, dans les temples et sanctuaires, vous pouvez acheter des amulettes porte-bonheur qui peuvent servir de souvenirs aussi de voyage. Et là, il faut compter quelques centaines de yens à chaque fois. On passe ensuite aux châteaux, donc les fameux châteaux japonais avec leurs donjons à plusieurs étages. Là, on compte entre 400 yens et 600 yens en moyenne l'entrée, avec un tarif qui peut s'élever jusqu'à 1000 yens, notamment pour le château d'Imeji, puisque celui-ci est en fait authentique. C'est l'un des 12 derniers châteaux authentiques du Japon et qu'il est particulièrement grand, avec donc plusieurs bâtiments, dont le donjon, des murs, des douves, etc. Donc les 1000 yens valent largement la visite pour tous les gens qui sont amateurs d'histoire féodale japonaise. Et puis après, on va passer sur les musées. Donc là, en fait, on considère, pour vous donner un ordre d'idée, qu'une entrée pour un adulte à 1000 yens permet de voir une exposition intéressante. Les établissements qui vont proposer des entrées à beaucoup moins chères, par exemple à 300 yens, ils exposent en général sur des thématiques qui sont assez précises et souvent, c'est que en japonais. Donc pour ceux qui ne sont pas
qui maîtrisent pas la langue japonaise, c'est un peu compliqué. Après, on peut avoir des musées qui ont des tarifs beaucoup plus élevés parce qu'ils sont modernes ou qui proposent une expérience inédite, très populaire. Vraiment différente. Vraiment différente. Donc là, par exemple, on a le Team Lab Planets à Tokyo qui affiche une entrée à 3200 yens. Donc c'est relativement cher. Après, c'est une expérience à faire. Il faut, si vous êtes fan de musée digital et d'expériences immersives, on pourra mettre le tarif. Si on voyage avec des enfants qui ont moins de 12 ans, il faut préciser également que leur passeport sera nécessaire pour avoir des réductions justement à l'entrée pour qu'ils puissent bénéficier du bon tarif. C'est ça, les enfants de moins de 12 ans, en général, ils payent demi-tarif. Donc c'est intéressant d'emmener votre passeport, effectivement. Et dans les musées, on peut aussi parler des grands parcs d'attractions au Japon. Donc les plus grands, c'est Disney, Universal Studios et Ghibli. Alors eux, on est sur des prix d'entrée qui sont nettement plus supérieurs, qui sont en général à plusieurs centaines d'euros. Ou alors qui sont difficiles à avoir, comme avec Ghibli. C'est plutôt l'inverse, c'est que l'entrée n'est pas forcément chère, mais très difficile à avoir. Et soit on peut passer par Internet directement, par des sites Internet de vente directe, ou alors on peut passer par des intermédiaires, parce qu'il y a des billets qu'on ne peut acheter qu'au Japon. Et ça, faut vraiment, vraiment se renseigner, parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous n'êtes pas préparé à ce genre d'expérience, on va dire, pour acheter un billet, c'est vrai que parfois ça ne se fait pas sur place, quoi. Non, les grands parcs d'attractions au Japon, il faut retenir deux choses. C'est cher il y a beaucoup de et monde. Il y aura beaucoup de monde sur place. Voilà, il y a toutes les chances que ça soit bondé parce que c'est des activités qui sont très populaires même auprès des Japonais. Après, si c'est le clou de votre voyage au Japon, si vous êtes motivé, il faut y aller, mais il faut accepter le package complet. Exactement. Ensuite, on peut parler aussi des karaokés, qui sont une activité qui est sympa à faire au Japon parce qu'elle est très différente de chez nous, dans le sens où en fait on va chanter dans des salles privées entre groupes d'amis et pas dans un bar devant tout le monde. Ou même parfois tout seul, on en Ou voit même parfois tout seul. qui s'entraînent. C'est ça. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on compte en moyenne entre 100 yens et 500 yens par personne pour la demi-heure. En fait, les tarifs en général sont à la demi-heure. Après, ça change beaucoup suivant les établissements, où ils sont placés dans les villes ou dans les campagnes et quel moment dans la journée on est et si on est le week-end ou en semaine. En gros, c'est plus cher les soirées, les week-ends, pendant les vacances scolaires, etc. Et si vous voulez payer moins cher, allez-y en journée et en semaine. Et à ça, vous pouvez ajouter à ce tarif d'entrée les boissons et la nourriture qui sont en général assez chères. Et parfois, il y a au minimum une boisson qui doit être prise par entrée. Donc ça, il faut que vous regardiez quand vous arrivez dans chaque établissement. Et dernier poste de dépenses courant qu'on peut faire au Japon, ce sont les observatoires en plein air. Et on va parler plutôt des observatoires urbains qu'on trouve dans les grandes villes, donc en haut des gratte-ciel, donc à Tokyo, à Yokohama, un peu moins à Kyoto parce qu'il y a un peu moins de gratte-ciel à Kyoto, mais essentiellement à Tokyo. Par exemple à Skytree ou Shibuya Sky, etc. Là, on est sur un budget qui est un peu plus élevé, donc on est plutôt sur du 2000 yens par personne. À Tokyo et un peu moins de 1000 yens par personne dans une autre grande ville, je pense en particulier à Osaka. Donc ces observatoires, ils sont très jolis parce que ça donne une vue panoramique sur la cité. Ils sont ouverts la journée et la nuit et la vue nocturne est parfois très belle. Ce sont des sorties, on va dire, romantiques qu'on fait en couple, notamment le soir, mais qui supposent donc un budget un peu important. Et seul l'observatoire de la mairie de Tokyo est gratuit pour ceux qui veulent. Après, il est en intérieur, c'est-à-dire qu'on est complètement fermé. Les observatoires les plus chers, ils disposent en général d'un balcon extérieur où on est complètement en plein air pour une meilleure expérience. Et puis, ceux qui veulent faire des observatoires moins chers, dans ces cas-là, ils peuvent gravir les montagnes. Au Japon, on a beaucoup de montagnes qui ont des sentiers de randonnée tout à fait abordables pour des marcheurs du dimanche, on va dire, mais qui ont une bonne forme physique. Et dans ces cas-là, on a un panorama naturel qui ne coûte rien, sauf le prix de la marche. Et dernier point sur la thématique budget, puisque là tu viens de nous parler des beaux panoramas gratuits, eh bien il ne faudrait pas soulager trop notre porte-monnaie et on va parler de tout ce qui est lié aux souvenirs et au shopping, tout ce qu'on va pouvoir ramener de son excursion au Japon. Oui, voilà, ça va être la dernière partie du budget, ce qui reste pour le plaisir, juste pour le plaisir, tout ce qu'on peut ramener comme souvenir du Japon, etc. Donc là, évidemment, on ne va pas vous définir d'enveloppe, c'est suivant votre budget et ce que vous comptez allouer pour dépenser
en souvenir. Faut savoir que le Japon, c'est une excellente destination pour faire du shopping. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut craquer. Le kawaii, donc le mignon, c'est vraiment la tendance là-bas. Et le marketing fonctionne très bien, donc il y a beaucoup de magasins. Beaucoup de petites boutiques sympas sur lesquelles on a envie de craquer et beaucoup de souvenirs même à la sortie dans les temples ou dans les musées, dans toutes les visites qu'on a exposées précédemment. Il y a des boutiques de souvenirs qui sont très très bien réalisées. Les articles qui sont en vente, ils sont très jolis. Et c'est vrai qu'on a envie d'acheter. Ça, il faut prévoir de la place dans sa valise, mais dès l'aller. Ça fait C'est partie ça. du budget de 70% à prévoir avant. En tout cas, de prévoir de la place dans sa valise pour ramener des choses. Oui, un conseil quand on prépare ses bagages, c'est de ne pas partir le bagage Full. plein, parce qu'on va ramener des choses au retour. Et un autre plan sur le shopping qui est aussi intéressant à savoir, c'est que il y a beaucoup de souvenirs liés à l'artisanat local qui sont en général très jolis et de bonne qualité. Donc, un budget un peu plus élevé, évidemment. Mais on peut ramener des objets en lac, des kimonos ou des yukata achetés de première main ou de seconde main si on veut un tarif plus abordable. Et puis, tout ce qui est estampes, dessins, les tissus pour afficher aussi dans les cadres. Et puis aussi la papeterie. Le Japon est un excellent pays pour trouver du joli papier, des jolis stylos. On peut passer du temps dans des boutiques de papeterie. Papeterie, et puis en plus, selon là où on va aller, on peut aussi aller directement chez le producteur. Oui. Que ce soit en papeterie ou en tissu, justement. Oui, on peut aussi faire des ateliers de fabrication de papier washi. Donc le papier traditionnel, c'est quelque chose qui se fait aussi pas mal au Japon. Et pour terminer sur ces activités, justement, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, puisque ce n'est pas forcément des choses que l'on va croiser dans la rue, comme on pourrait croiser des musées, des jardins, etc. Mais n'oubliez pas, si des combats de sumo vous intéressent, si d'autres activités du style cérémonie du thé, kabuki également, le théâtre, si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, c'est des choses qu'il va falloir penser à réserver en amont, un peu comme les parcs, puisque déjà souvent, c'est pas forcément évident de le commander sur place. Vous avez des prestataires en France, notamment Keikaku, qui va pouvoir faire de la vente de ces prestations-là. Et surtout, ça va être avec des créneaux horaires. Donc, bien réservé en avance si c'est des expériences que vous voulez réaliser sur place. Oui, exactement. Je rajouterai aussi les ateliers de culinaire fonctionnent très bien au Japon pour apprendre à faire des petits plats japonais traditionnels et ensuite les déguster. Et les refaire après, une fois qu'on est rentré à la maison. C'est ça, pouvoir les refaire à la maison, avoir des bonnes pratiques. Eh bien, on arrive, Marjorie, à la fin de cette émission. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est le fait que l'avion, le transport, ce sont vraiment des services qui ont évolué depuis la période Covid. Donc, c'est vraiment plus les tarifs, c'est pas du tout ce qu'on trouvait avant. L'hébergement aussi. Oui, l'hébergement varie en fonction de l'attractivité touristique et qui a donc bien repris depuis la réouverture des frontières. Donc on a retrouvé vraiment les très haute saison et basse saison touristiques. Et le prix de l'hébergement va beaucoup beaucoup évoluer en fonction de ces périodes-là. Et on insiste sur le fait que le Japon, c'est une destination qui va se préparer en amont. Comme on vous a dit, à peu près 70% de votre budget global va être consacré à des dépenses avant d'avoir les deux pieds au Japon. Exactement. Et le reste, vous le ferez sur place. Sur Kanpai, n'hésitez pas à consulter les différents articles, notamment la carte interactive, qui peut être très pratique pour préparer son voyage. Le budget teaser aussi, ça fait plusieurs fois que l'on en discute. Et après, pour trouver des idées de destination, de quand partir, ou des petits tips justement pour améliorer son trajet, savoir si vous allez avoir besoin ou non du JR Pass par exemple. Ça peut être très pratique, donc sur kanpai.fr. Exactement. Donc c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à toi également, Marjorie. Merci Charlie. N'hésitez pas à nous partager vos remarques et vos anecdotes sur le Japon sur les réseaux sociaux. On vous invite également à partager cette émission et celle déjà disponible sur les plateformes de podcast. Pour les prochains épisodes, on retrouvera Gaël qui va faire une interview d'Angéline qui est basée à Paris et qui travaille dans la relation média avec des préfectures japonaises. Donc par rapport aux fois dernières où on avait des influenceurs, youtubeurs qui vivent le Japon, et bien là ce sera directement dans le cœur d'un métier. Donc ça va être très intéressant également. Et nous, Marjorie, on se retrouvera très certainement sur la thématique avion la fois prochaine pour cette émission dédiée au voyage et à sa préparation. Très bien, Charlie. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt et merci encore, Marjorie. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.